J'ai une formation de physicien aussi. Ma présentation le sera beaucoup moins par contre. Hein. Donc, excusez-moi, ça sera. Je vais plutôt parler de l'aspect de l'importance des matériaux dans le. Si vous permettez juste relever le micro, vous avez une grande taille. Alors, je vais essayer de le régler. Juste un petit peu plus. Voilà. Merci. Donc, l'objet de. Donc, il y a eu pas mal de présentations sur l'état de la recherche sur de nouvelles technologies de cellules, de production électrique. Alors bien entendu au niveau du module, il faut mettre toutes ces cellules ensemble, les protéger avec un système de packaging et s'assurer un fonctionnement durable et fiable des modules dans la durée. Pourquoi? Parce que sa durabilité et fiabilité en fait est en équation avec le coût de production électrique. Un système qui a une durée de vie courte ne peut pas être économe, bien entendu. Donc c'est vraiment cet aspect-là que je voulais mettre en avant sur l'importance des matériaux dans ce contexte-là. J'ai un petit souci ici. Cet aspect-là va être d'autant plus critique dans le contexte du développement du solaire dans la région. Compte tenu des conditions environnementales, d'insolation, d'excursion thermique, et autres, s'assurer qu'un système photovoltaïque va fonctionner pendant 25 ans, comme on le suppose aujourd'hui, va enlever de nouveaux challenges. Donc je m'adresse à la communauté technique de regarder très précisément ce problème-là et de sélectionner très précisément les matériaux pour assurer un fonctionnement durable et fiable des nouvelles solutions technologiques dans le domaine du photovoltaïque. Petite digression sur Dupont de Nemours. Donc, Dupont de Nemours, c'est une société qui a été fondée il y a plus de 200 ans par un certain monsieur qui portait ce même nom, Irénée Dupont de Nemours, qui était un élève de M. Lavoisier, un chimiste français. Ce monsieur a émigré aux États-Unis. Il a fondé à l'époque une compagnie pour produire du. Donc il en a fait un business très florissant à cette époque-là. Et au cours des années, cette société s'est transformée pour devenir, le long du 19e siècle, une société de chimie, et au 20e et 21e siècle, une société qui a beaucoup changé dans son activité. Aujourd'hui, Dupont est essentiellement focalisé relève plusieurs défis, dont l'alimentation, on est là, sur l'explosion de la démographie. Alimenter le monde de manière durable est un défi majeur. Donc, Dupont est très actif dans ce domaine-là et couvre toute la chaîne de valeur depuis la fabrication de semences, protection des crops, fabrication de protéines à base végétale et dans la biotechnologie aussi, dans la synthèse d'enzymes, de toutes sortes d'enzymes qui interviennent dans la fabrication dans la chaîne de valeur de l'alimentation. Protection est un autre très grand domaine d'activité chez Dupont. Bon, il y a un certain nombre de produits peut-être que vous connaissez peut-être. On parle par exemple du Kevlar, qui est un produit qui a été développé il y a un certain nombre d'années, qui permet d'assurer la protection du personnel, le Nomex par exemple, qui est un autre brand que vous avez peut-être entendu, qui sont des matériaux résistants à haute température. Dupont est aussi assez impliqué dans le service du safety, donc de la sécurité, de par son historique dans la fabrication des poires à canon, qui posait beaucoup de problèmes au départ. Dupont a développé au cours des années une culture d'entreprise très focalisée sur la sécurité. Aujourd'hui, elle vend ce service aussi aux sociétés externes. On va un petit peu discuter. Et dans le domaine énergétique, énergie, évidemment, le gros challenge, c'est de réduire la dépendance aux énergies fossiles, qui est bien le sujet d'aujourd'hui. Donc, plus précisément, dans ce domaine-là, que fait Dupont? Alors, de manière très pratique, Dupont produit des matériaux, développe et produit des matériaux dans le domaine photovoltaïque. Alors, Dupont était impliqué depuis une quarantaine d'années en fait, dans cette industrie. Alors, à l'époque, il y a 40 ans, le photovoltaïque, c'était plutôt une curiosité laboratoire. On utilisait le photovoltaïque surtout pour des applications aérospatiales, pour alimenter les satellites. Et puis les satellites étaient alimentés avec cette technologie-là.
Et donc les activités sont réparties sur le long de la chaîne de valeur. Au niveau des cellules, fabrication des cellules, un gros nombre d'activités sur la fabrication de pâtes conductrices. Donc la métallisation argentique pour la passe avant des cellules. Donc on est en génération 1 ici, selon la terminologie utilisée plutôt, et des pâtes aluminées pour la partie arrière, avec différentes technologies dans ce domaine-là, selective emitters, enfin bon, il y a tout un roadmap qui est associé sur la technologie des cellules qui pousse à l'élévation de l'efficacité. Aujourd'hui, les cellules ont une efficacité de 20%, 20-21%. En single junction, bien sûr. Hein. Il y a aussi toute une autre série de produits qui sont utilisés pour la fabrication de cellules, le carton, peut-être plus un matériau qui s'appliquerait pour le CPV, de par sa résistance aux températures. En ce qui concerne les modules, ils vont être appliqués dans la fabrication de sous-composants pour les backsheets, ce qu'on appelle le backsheet, qui est la feuille arrière que l'on met, qui permet de protéger le module des intempéries extérieures. Donc, on commercialise un produit qui s'appelle le TEDLAR, qui est un fluoropolymère. En fluoropolymère, ce sont des matériaux très stables aux UV, d'où l'intérêt d'utiliser ce type de matériaux pour les applications photovoltaïques. On est exposé à beaucoup d'irradiations, il faut que ça tienne 20 à 25 ans, aujourd'hui 30 ans. Donc, tout l'intérêt d'utiliser ce type de matériaux. Le VA aussi, est un produit qui a été utilisé depuis de très nombreuses années. Commercialise depuis très nombreuses années pour ces applications-là. Et pour les nouveaux développements, le remplacement du verre est un autre thème d'intérêt pour le développement, réduire le poids des modules pour certaines applications, les applications liées au bâtiment en particulier. Pour réduire la charge pondérale du module, on peut utiliser à la place du verre des fluoropolymères transparents, donc de type ETFE, FEP et autres. Voilà, et puis il y a toute une autre série de matériaux, je dessus sur toutes sortes de polymères en fait, qui ont été développés pour d'autres industries. Ça, c'est une autre particularité du pont qui opère dans beaucoup d'industries, qui permettent qu'on utilise aujourd'hui, qu'on cherche à utiliser dans les applications photovoltaïques. Donc, des matériaux composites et autres, dans l'esprit d'alléger les structures photovoltaïques. Alors, bon, toute la discussion, c'est bien entendu sur la durée de vie et l'importance des matériaux dans ce contexte-là. Donc, effectivement, l'industrie fait une hypothèse qu'un module que vous allez trouver dans le commerce va fonctionner de manière fiable et durable pendant 25 ans. Bon, la réalité peut être très très différente aujourd'hui. Compte tenu des pressions de réduction de coûts, il y a une série de matériaux alternatifs qui ont été introduits sur le marché et qui commencent à poser un certain nombre de problèmes. Enfin, en tout cas, qui ont été optimisés pour certaines applications. Et qui s'avère ne pas être optimal pour d'autres. Donc là, toute la question ici, c'est peut-être un débat de discussion plus tard, c'est quelles sont les caractéristiques demandées pour développer le marché au Maroc, par exemple, compte tenu des conditions environnementales qui sont très différentes de celles que vous allez trouver en Bavière, par exemple. Donc est-ce qu'on peut utiliser les mêmes matériaux? Est-ce que les spécifications des modules vont être les mêmes? Oui, non, enfin ça c'est tout un débat qu'on peut avoir. Mais ce qui est critique, c'est la durée de vie du système. Pourquoi elle est importante? Parce qu'elle est liée au coût moyen d'électricité, produit par l'électricité. Donc il est important de produire à l'instant T0 d'avoir le plus d'efficacité, mais il faut que ça soit durable. Et donc cette durée de vie a une importance capitale. Donc il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer cela. Mais entendu, c'est la liste des composants. Donc là aujourd'hui, j'essaie de mettre l'accent sur un choix judicieux des composants à l'intérieur d'un module. La conception du module et bien sûr les procédés de fabrication du module. Donc le fournisseur, le fabricant du module et les process qu'il utilise en fabrication sont aussi bien entendu importants. Alors l'autre aspect, c'est que l'industrie, aujourd'hui quand on est en bout de chaîne, de la valeur de chaîne, on est un investisseur, peu de gens en fait s'intéressent à l'aspect matériaux. Il y a des critères de bankability qui s'intéressent principalement sur les fournisseurs, d'avoir affaire à un tier one, un fabricant connu qui a pignon sur rue depuis longtemps. Mais de par ce changement du marché, ce que nous disons, c'est qu'il est important de regarder plus dans le détail comment ces modules sont fabriqués, quels matériaux sont utilisés. Parce
que les fabricants utilisent un matériau qui remplit tous les besoins, mais la réalité du terrain est complètement différente. Les besoins, il n'y a pas vraiment de différenciation sur les modules. Un module qui va être installé en Bavière va être exactement le même que celui que vous allez acheter et qui va être installé à Ouarzazate, par exemple. Alors que la réalité, peut-être que c'est peut-être pas le choix le plus judicieux. Il va falloir regarder plus dans le détail quel matériau sera le plus adapté pour le type de contraintes et de stress environnementaux que le module va connaître le long de sa durée de vie. Donc l'autre aspect important, c'est que les garanties de bankabilities ne permettent plus de réduire les risques. On est dans un environnement qui a beaucoup changé, hein, l'industrie photovoltaïque a explosé, mais rencontre une phase de consolidation aussi. C'est-à-dire que vos fournisseurs aujourd'hui, quand on est en bout de chaîne, alimentaire, on investit sur un système, on va acheter des modules, on va avoir une personne qui va vous garantir un fonctionnement pendant un certain nombre d'années, on vous fait une promesse que votre système va fonctionner pendant 20-25 ans. La réalité du terrain, c'est que ce fournisseur peut ne plus exister au bout de 5 ans. Et c'est avéré aujourd'hui. Donc il y a un grand nombre de cas aujourd'hui où les investisseurs commencent à regarder de plus près sur cet aspect-là. Comment se prémunir de tout problème. Donc il y a des exemples de problèmes rencontrés par des investisseurs qui ne trouvent plus d'interlocuteurs du côté des fournisseurs. Donc ce qui est important de souvenir, c'est que c'est ce coût moyen d'électricité. On a beaucoup parlé de réduction de coûts. Il y a une pression énorme dans l'industrie de réduire ses coûts, et pour la bonne cause, parce qu'in fine, l'électricité photovoltaïque doit être compétitive par rapport aux autres formes d'énergie. Tous les programmes de support, les incentives et autres vont disparaître. Ils sont en train de disparaître en Europe. Donc l'électricité photovoltaïque doit être compétitive par rapport aux autres formes d'énergie. Par contre, donc ça génère une pression énorme auprès des fournisseurs de réduire leurs coûts. Donc évidemment, c'est une part importante dans le coût, dans le calcul du coût moyen d'électricité. Donc on réduit le coût du système, on baisse le coût d'électricité, mais c'est juste la moitié de l'équation en fait, parce que ce qui compte véritablement, c'est avoir un système le meilleur marché, mais qui produise le plus longtemps possible. Donc ce qui est véritablement important, et mon message ici, c'est que ce qui compte véritablement, c'est pas le coût par watt crête, c'est le coût par kilowattheure produit sur la durée de vie du système. C'est celle-ci qui compte réellement. Donc le temps de vie est critique. Donc c'est un aspect important pour les technologues que vous êtes, de ne pas oublier cet aspect-là. C'est produire une cellule à haute efficacité, c'est une chose, mais qu'elle soit efficace dans la durée, c'en est une autre. Donc il ne faut pas oublier cet aspect-là. Donc là, je vais passer je vais faire un petit peu un arrêt sur image sur un matériau, un composant qui s'appelle le backsheet. Bon, parce qu'il nous intéresse chez Dupont en particulier. Donc c'est une ventilation ici du coût système par rapport à différents types de composants. Donc le silicium, sans surprise, sur le coût d'un module. Donc on va regarder que la partie de gauche. Hein. Donc c'est un module mono polycristallin. Je ne fais pas de différence ici. Donc sans surprise, le wafer, enfin disons, a une part importante du coût. Il y a les plaques conductrices qu'on rajoute par-dessus, le verre, le backsheet, etc. Donc on arrive bon an mal an aujourd'hui à un coût total système, un coût total module aux alentours de 65 centimes. Donc c'est ce qu'on peut acheter aujourd'hui sur le commerce, hein, avec une très forte pression pour réduire cela. Donc, je vais regarder la partie backsheet qui représente uniquement 10% de ce coût total. Donc il y a d'énormes contraintes à tous les niveaux pour baisser le coût de tous ces éléments-là. Alors, donc le backsheet, en fait, fonctionnellement, à quoi il sert? C'est une feuille qui protège le module, qui se trouve sur la partie arrière, donc on ne le voit pas vraiment quand on regarde le module, il est sur la partie arrière. Pourtant, il a un rôle assez fondamental. Il apporte une protection. Hein. On a le verre de côté, on a cette feuille de polymère de l'autre côté qui doit protéger durablement le module de toutes les agressions externes, donc à savoir l'UV que l'on reçoit par l'arrière, on a le bédo, hein, puisque vous allez mettre un module qui va recevoir de la lumière UV en réflexion, qui doit protéger de l'humidité, qui doit protéger d'agressions chimiques de temps en temps, selon où on expose le module, et qui doit assurer une protection diélectrique du module. Donc il a un certain nombre de fonctionnalités assez critiques, et il peut se passer beaucoup de choses le long du vieillissement d'un module. Il peut y avoir des laminations de cette feuille, on peut obtenir
des fissures, enfin on peut constater un certain nombre de problèmes. Je regarde spécifiquement cet aspect-là. 3 types de problèmes qui peuvent être rencontrés. Donc on parle de fiabilité quand il y a un arrêt brutal de fonctionnement de modules, on parle de durée de vie ou de durabilité quand c'est une évolution graduelle de la performance, qui est beaucoup plus difficile à percevoir et à mesurer. La durabilité n'est pas facile à mesurer parce que c'est quelque chose qui est graduel. Quand on a une perte d'efficacité de 0,5% annuellement, très difficile à mesurer. Les opérateurs de système ont du mal à mesurer cet aspect-là. Pourtant, il a un rôle absolument critique sur le retour sur investissement. Hein. Si vous avez 0,5 plutôt que 0,3 de perte d'efficacité, au bout de 20 ans, ça vous fait une perte de production qui est non négligeable. Et puis le dernier type de défaut, ce sont des défauts type sécurité. Donc si vous avez un problème ici, du point de vue de l'utilisateur final, ça se traduit en perte de revenus, disons des problèmes supplémentaires, bien sûr, auxquels vous allez confronter, des recours de garantie que vous allez peut-être ne pas ou pas pouvoir exercer selon votre interlocuteur, et surtout qui va être plus difficile à réaliser compte tenu du contexte actuel. Donc là, c'est des études, je vous montre 2 exemples, et puis après je vais terminer. Ce sont des études d'assez longue durée qui ont été réalisées sur des modules exposés sur le terrain. Grande difficulté de cette industrie, c'est que l'industrie se base sur des tests accélérés pour assurer le standard qualité. La réalité du terrain est complètement différente. On ne sait pas véritablement modéliser les effets de longue durée des stress environnementaux. Donc le meilleur moyen de savoir si ça marche ou si ça ne marche pas, c'est de tester sur le terrain. On a quelque chose que certains d'entre vous sont en train de faire du benchmarking, de regarder comment les modules vieillissent sur le terrain et d'observer les défauts. Mais ça prend du temps, ça prend 10, 20 ans de mesurer les différences. Et les différences peuvent être assez significatives ici. Alors ici, c'est une étude qui a été réalisée par 2 instituts différents, avec des types de backsheets différents, et qui donc ici la mesure, l'objet du test était de regarder la perte de puissance, donc la perte d'efficacité annuelle de ces modules. Donc il y a des différences qui sont assez significatives selon les types de backsheets que vous allez utiliser. L'autre activité sur laquelle Dupont est plus directement impliqué, et sur laquelle on est très intéressé d'établir des collaborations, c'est d'observer les problèmes rencontrés sur le terrain. On réalise toutes sortes de tests en interne, chez Dupont, on fait des vieillissements accélérés de toutes sortes, on simule aussi bien qu'on peut, mais on est extrêmement intéressé de constater sur le terrain les vieillissements réels observés. Donc, on a engagé un programme assez récemment et donc on a la chance quand même dans notre région d'avoir le plus grand parc. Quand je parle de la région, c'est IEA, donc c'est l'Europe essentiellement, d'avoir les plus grands parcs de photovoltaïque déployés. Et ce qu'on constate, c'est qu'on commence à rencontrer des problèmes sur les installations assez récentes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre 20 ans pour constater des problèmes, c'est que sur certains types de modules, avec l'émergence de nouveaux matériaux qui ont été utilisés à cause des pressions de coûts qui ont forcé les fabricants à sélectionner des matériaux pas forcément de meilleure ou de meilleure qualité, on commence à constater des problèmes à ce niveau-là. Pour conclure, d'un point de vue downstream, si vous êtes investisseur, et puis pour la communauté scientifique, ce qui est important, c'est de réfléchir en termes de coût moyen d'électricité, ou LCOE, c'est l'Average Cost of Electricity. C'est la seule métrique qui compte. Le reste, on peut avoir la meilleure efficacité du monde, s'il y a une déperdition d'efficacité annuelle, ça ne servait à rien. Ça peut se traduire en fait à des coûts beaucoup plus élevés. Ou si vous avez un système très bon marché avec un temps de vie très court, le LCOE peut s'avérer beaucoup plus élevé qu'un système plus cher à l'achat, mais qui a une durée de vie beaucoup plus longue. Donc il est important de s'assurer de ne pas uniquement regarder avec qui vous travaillez, quels sont vos fournisseurs, mais quels matériaux vous utilisent. Ça devient extrêmement important de regarder, de rentrer dans ce niveau de détail et de spécifier les matériaux selon les utilisations qu'on va en faire. Et puis évidemment travailler avec des leaders industriels, dans toute la chaîne de valeur. Pas uniquement une chaîne, mais sur toute la chaîne de valeur. Voilà.